Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la deuxième loi de Newton. Nous sommes bien sûr dans le programme de première spécialité et on va aborder au travers de deux exercices des applications concrètes de cette loi approchée. Donc dans le premier exercice, on va s'intéresser à un joueur de hockey qui avance donc à une vitesse de 3 mètres par seconde en guidant le palet avec sa crosse et tout en conservant ce mouvement, il va donner un coup de crosse pour faire avancer le palet plus vite. L'intensité de cette force est de 65 newtons dans la direction et le sens du mouvement, et on va considérer que la durée de contact entre la crosse et le palet est d'environ 0,10 secondes. Alors pour résoudre cet exercice, on a besoin bien sûr de la masse du palet, 170 grammes, qu'il faudra bien penser à convertir tout à l'heure, et puis on va supposer que les frottements entre le palet et la glace sont négligés. Donc la question principal de l'exercice, c'est de déterminer la vitesse du palet une fois que le joueur aura tapé dedans avec sa crosse. Alors on va commencer par faire le bilan des forces extérieures qui s'appliquent au palet. Il y a bien évidemment le poids, c'est-à-dire l'attraction exercée par la Terre sur le palet. Le palet est posé sur la glace, donc il y a ce qu'on appelle la réaction du support. Dès qu'un objet est posé sur un support, il y a une réaction qui s'exerce. Et puis il y a évidemment la force exercée par la crosse sur le palet qu'on va noter F de C sur P comme crosse sur palet. Maintenant qu'on a fait l'inventaire des forces, eh bien on va pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton, la version approchée de cette deuxième loi qui nous dit que la somme des forces, la résultante des forces, est égale au produit de la masse du système par la variation de la vitesse divisée par la durée considérée. On va remplacer la résultante par les trois forces qu'on vient d'énumérer, le poids, la réaction du support et la force exercée par la crosse. Et il se trouve que parmi ces trois forces, eh bien, il y en a deux qui se compensent. C'est le poids et la réaction du support. Pour vous en convaincre, imaginons une autre situation. Le palet, cette fois, est posé immobile sur la glace. Il est soumis maintenant à deux forces. Toujours le poids et la réaction du support, il est immobile, donc d'après le principe de l'inertie, la première loi de Newton, eh bien on sait que ces deux forces se compensent, et donc on a beau avoir maintenant le mouvement du palet, le poids n'a pas changé, la réaction du support n'a pas changé non plus, et donc ces deux forces se compensent toujours, que le palet soit immobile ou que le palet soit en mouvement. Il reste donc une seule force dans cette deuxième loi Newton, la force exercée par la crosse sur le palet. Vous avez ici la relation vectorielle donc de la deuxième loi Newton. Cette relation vectorielle englobe les trois caractéristiques d'un vecteur, c'est-à-dire la direction, la norme et le sens. On va s'intéresser ici uniquement à l'une des caractéristiques, c'est la norme, puisque je cherche la valeur de la vitesse que le palet va obtenir. Donc cette relation vectorielle, je la simplifie en ne conservant que la norme, et j'obtiens ainsi cette relation-là, qui va me permettre d'exprimer le delta V, la variation de vitesse, en modifiant la formule. J'arrive à delta V est égal à la force F de C sur P fois la durée delta T divisée par M. Et pour calculer delta V, j'ai besoin des trois grandeurs, je les connais. La force 65 newtons, la durée 0,10 secondes, c'est le moment où il y a l'impact, donc c'est pendant cette durée-là que la crosse exerce une force sur le palet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense à convertir la masse en kilogrammes. En physique, dans la deuxième loi de Newton, les masses sont exprimées en kilogrammes. Donc 170 grammes, ça fait 0,170 kg. Le résultat nous donne 38 mètres par seconde. Alors ça n'est pas tout à fait la réponse finale, puisque j'ai calculé ici la variation de vitesse. Or, au moment où l'enfant tape, l'enfant ou pas, le joueur tape avec sa crosse dans le palet, celui-ci a déjà une vitesse de 3 mètres par seconde. Et la crosse va lui donner une variation de vitesse qui est de 38. Autrement dit, le palet va partir avec une vitesse de 38 plus 3 égale 41 mètres par seconde. On a donc vu au travers de ce premier exercice comment déterminer une variation de vitesse ou une vitesse à partir de la résultante des forces. Dans l'exercice numéro 2, bien, ça va être le raisonnement inverse. On s'intéresse cette fois
à un parachutiste. Le parachutiste ouvre son parachute et ainsi la vitesse va dégringoler de 200 km/h à 50 km/h et ceci en une durée de 1,8 secondes. La masse du parachutiste et de son parachute est de 90 kg. L'intensité de pesanteur exercée par la Terre est de 9,8 Newton par kg. Voici la question à laquelle on va répondre. Déterminer les caractéristiques de la force de frottement de l'air sur la voile, sachant qu'on va la supposer, c'est pas tout à fait correct, mais bon, on va la supposer constante. Et quand on demande de déterminer les caractéristiques, j'en ai parlé tout à l'heure, ça veut dire donner la direction, donner le sens et donner la norme. On va partir toujours de la même manière, la deuxième loi de Newton, qui nous dit donc que la somme des forces, la résultante, est égale à m delta v sur delta t. Les forces qui s'exercent ici, eh bien c'est évidemment le poids du système, parachutiste plus parachute, donc le poids qui s'exerce vertical et vers le bas, et puis il y a évidemment une force de frottement de l'air qu'on va noter petit f. Donc là il n'y a que deux forces, contrairement à l'exercice précédent, il n'y a pas de support, donc il n'y a pas R qui intervient. Si maintenant on parle de la variation de vitesse, delta V, eh bien une variation c'est toujours finale moins initiale. Donc on va s'intéresser à deux points particuliers du système représentés par le centre de masse G, le centre de gravité, et on va considérer donc que la première position correspond à une vitesse V1 et la deuxième position à une vitesse V2, donc le delta V, variation de vitesse, c'est V2 moins V1. Vous voyez donc à gauche ces deux vitesses qui sont représentées. Donc c'est complètement logique, hein, le parachutiste il va bien descendre verticalement et il subit un ralentissement, donc la vitesse V1 est bien plus grande que la vitesse V2. On va donc construire ce vecteur delta V pour savoir à quoi il ressemble, quelle est sa norme, quelle est sa direction, quel est son sens. Donc pour construire une soustraction de vecteurs, eh bien c'est comme une addition de vecteurs. V2 moins V1, c'est en fait V2 plus moins V1. Donc je vais construire le vecteur moins V1 à l'extrémité du vecteur V2, et donc à quoi est égal delta V? Eh bien je pars de ce point-là et je fais V2 auquel j'additionne moins V1. Je suis donc parti d'ici pour finir ici. Voilà le vecteur delta V. Et on voit donc que ce vecteur delta V est vertical, mais vers le haut. Et quand je regarde la deuxième loi de Newton, j'ai une relation de proportionnalité entre la somme des forces, la résultante, et le vecteur delta V. Ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires et en plus qui ont le même sens parce que le coefficient de proportionnalité, qui est m sur delta t, est un coefficient positif. Donc je viens de construire delta V, vecteur vertical et vers le haut, et bien j'en déduis, d'après la deuxième loi de Newton, que ma résultante des forces, somme des forces, est elle aussi verticale et vers le haut. Je peux donc la dessiner sur le parachutiste. Voilà comment est somme des forces. Mes dessins ne sont pas du tout à l'échelle. Voilà. Mais en termes de direction et sens, c'est correct. Les normes sont prises de manière un peu aléatoire. La somme des forces est donc verticale et vers le haut. Et je sais, ça c'est toujours vrai, que le poids, qui est donc l'une des deux forces, est vertical et vers le bas. Je représente donc le poids comme ceci. Donc pour avoir une somme des forces vectorielle qui est verticale et vers le haut, sachant que l'une des deux forces est, elle, verticale et vers le bas, eh bien il faut que l'autre force soit verticale vers le haut, mais d'une norme plus grande que le poids. Donc voilà à quoi ressemble la force de frottement, et ainsi, graphiquement, je peux en déduire déjà deux des trois caractéristiques, c'est que la force de frottement est verticale et vers le haut. Alors c'est pas une surprise, hein, vous pouvez s'en douter évidemment que cette force serait comme ceci. Maintenant il nous reste la troisième caractéristique de cette force à trouver, c'est quelle est sa norme. Je vais donc réutiliser la deuxième loi de Newton, mais cette fois sous forme de norme. Je ne m'intéresse plus donc à tous les aspects vectoriels. Somme des forces égale m delta v sur delta t, et je vais pouvoir calculer la norme de ce vecteur résultante des forces. La masse est en kilogrammes, pas de problème. Attention, la vitesse qui est donnée ici, on nous parle de km/h, or dans la deuxième
deuxième loi de Newton. Et en général en physique, quand on fait un calcul de vitesse, ou quand on utilise la vitesse dans une formule, elle doit être exprimée en mètres par seconde. Or, la conversion des km par heure en mètres par seconde fait intervenir un coefficient 3,6. Ce 3,6 il vient du fait qu'il y a 3600 secondes dans une heure et il y a 1000 mètres dans un kilomètre. Donc les deux coefficients assemblés, ça nous donne un 3,6. Et donc mes vitesses en km par heure, là, je vais les diviser par 3,6 pour les avoir en mètres par seconde. On a eu une variation de vitesse. On passe de 200 à 50 km par heure, ce qui fait donc une variation de 150 km par heure, d'où le 150 divisé par 3,6 qui va me donner une variation de vitesse en mètres par seconde. Je divise par la durée nécessaire pour ce ralentissement, 1,8 secondes, et j'obtiens donc le résultat qui est ici 2,1 10 puissance 3 newton. Ça, c'est la norme de la somme des forces, c'est-à-dire la longueur en quelque sorte de ce vecteur bleu. Moi, ce que je recherche, c'est la longueur, la norme de ce vecteur rouge, force, et donc pour trouver la norme de F, je vais avoir besoin de la norme de P, du poids, qui va donc être calculable grâce à la formule P égale M fois G, et ainsi je vais pouvoir trouver donc ce qu'il me manque. La somme des forces, regardez le petit dessin qui est ici. La longueur, la norme de ce vecteur-là, une norme est toujours positive. Donc quand je cherche ici à calculer la norme, je dois avoir un résultat positif. Eh bien, comment je vais l'obtenir? Comme les deux vecteurs qui s'additionnent P et F n'ont pas le même sens, eh bien la norme du vecteur somme des forces va s'obtenir en faisant la longueur du plus grand vecteur moins la longueur du plus petit. Autrement dit, F moins P. P étant égal à mg, donc j'arrive à somme des forces est égal à F moins mg, et ainsi F, que je cherche, est donc égal à somme des forces plus mg. Je fais l'application numérique, et voici donc la troisième caractéristique de cette force. Et on a donc vu dans ce deuxième exercice, toujours en utilisant la deuxième loi de Newton, comment trouver une force et ses caractéristiques à partir d'une variation de vitesse. Et c'est donc, comme je vous l'avais dit, le processus inverse de l'exercice numéro 1. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour vos révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.